سكروا الميكرو، مش لازم نقعدوا نسمعوا في حاجات أخرى معنا. Donc l'enregistrement a démarré. Donc je partage l'écran avec vous. Donc pour les enregistrements déjà qui aiment le cours de microéconomie, vous allez trouver les enregistrements الكل موجودين ههم. enregistrement des séances synchrones موجودين من نول العام حتى لتو كلهم محطوطين. On est d'accord؟ qui n'amènent les séances avec Big Blue, seuls les étudiants les دخلوا les séances هم ينجموا يعاودوا يرجعوا les séances. C'est-à-dire les étudiants d'un groupe مثلا LG11 ما ينجموش يدخلوا les enregistrements تاع LG12 et vice versa. Par contre كي نخدمهم هنايا أنا Teams ونحط لكم l'enregistrement نجموا تستنفعوا في séance واحدة تولي عندكم 2 séances. واضح؟ C'est pour cette raison que je choisis de travailler على اللوجيسيال هذا. مسيو رانا ما عندنا حتى مشكل مع البي بي بي راه معناها tout le monde travaille sur une seule plateforme. أنا ما يهمنيش ولدي، أنا ما يهمنيش شكون يخدم على شنو. أوكي. Je respecte ça bien sûr, mais j'aimerais que tout le monde travaille sur une seule plateforme pour que l'étudiant زاد معناتها وقت اللي يحل يلقى عنده une seule plateforme يخدم عليها زاد. فهمت شنو مسيو؟ باهي ولدي، جو تيان كونت. خاطر احنا زاد معناتها اني واحد من الناس كي جيت نلوج وقت اللي في البيريود دي زيكزامان معناها في دي زيفالواسيون نوتي جيت نلوج لقيت روحي ضايع نوعا ما. ضايع نوعا ما، اما لي زونجسترمون نبعثهم لك اخر كل سيونس بار ميل. En plus de ça في الميل موجود لو ليان دي زونجسترمون الكل موجودين هكا فيهم قدامك تو من اول ما حكيت معاك بطريقه خايبه مسيو. الله اعلم، انت تعرف. سامحني، je demande pardon. بارك الله فيك. Merci. Les autres, est-ce que vous avez d'autres remarques par rapport à l'enregistrement ou حاجة في السنس هذا؟ Sinon, je vais démarrer la séance. Et que ça sera clos. حتى حد في معناتها ما يفرض عليا بين أوتين قري. On est d'accord؟ وهو سي enregistré. لا les étudiants، لا الإدارة، لا أي حاجة. C'est moi l'enseignant et c'est moi اللي يقرر الروتين نستعمله. On est d'accord? Bien. Donc, je vais réserver cette séance pour parler du comportement du producteur à court terme. Oui, sans commentaire, s'il vous plaît, je vous le dis. Encore une autre fois, sans commentaire. Donc, le comportement de production à court terme. Donc, lorsqu'on parle du comportement de producteur, il faut distinguer deux notions. La première notion, c'est la notion du court terme. Et la deuxième notion, c'est la notion du long terme. On appelle aussi long terme ou bien longue période aussi. On dit aussi la longue période. Donc, la différence entre les deux, ça réside au niveau des facteurs de production. D'une façon générale, une fonction quelconque, c'est-à-dire la fonction, par exemple, de production F, elle va utiliser deux facteurs de production, le travail et le capital. Lorsque, de la même façon, au niveau du long terme aussi, nous allons une fonction de production qui va utiliser le travail et le capital. Lorsqu'on parle du court terme, seul le travail qui reste variable, le capital est considéré comme étant une constante.
Pour le long terme, maintenant, le travail est variable, le capital est aussi variable. Donc ça, c'est la différence entre le court terme et le long terme. Donc je répète, à court terme, le capital est considéré comme étant fixe, le travail étant variable. À long terme, le travail et le capital sont les deux variables. Donc, ce chapitre-là, ou bien cette partie du cours, traitera seulement du comportement de production à court terme. Le prochain chapitre traitera du comportement de production à long terme. Donc, au niveau du comportement de production à court terme, il faut noter en fait qu'on a une fonction de production. Cette fonction de production utilise le capital et le travail. On note le capital par grand K et le travail par grand L. La quantité produite, en fait, c'est la quantité qui est F de KL. C'est le fait, par exemple, d'utiliser une quantité quelconque de machine et une quantité quelconque de travail qui va noter, qui va nous donner un produit ou bien une quantité bien fixe, plutôt à une quantité donnée d'un niveau de production. Donc, cette quantité qui est ici notée par petit q représente la quantité maximale que nous pouvons produire si nous allons utiliser quelques unités de capital et quelques unités de travail. Cette fonction, elle est une fonction croissante avec le capital et le travail. Donc, je vais chercher ceux qui sont des retardataires. Bien. Donc, on parle souvent d'une fonction courbe de glace. Une fonction courbe de glace, comme son nom l'indique, c'est une fonction qui a été initiée ou bien qui a été formulée par deux économistes. Le premier économiste est appelé Cobb, le deuxième est appelé de Glace. Ce sont deux économistes célèbres qui ont formulé une fonction de ce type. C'est une fonction qui utilise ou bien qui nous donne une quantité produite en utilisant la formule suivante, c'est-à-dire lambda égale à KA L bêta. Encore des retardataires. Non, je reviens. Donc, je prends un exemple de cette fonction de production, c'est-à-dire si on pose ça lors de l'examen, vous allez trouver par exemple Q qui est égal à 200 fois K à la puissance par exemple 0,5, L à la puissance 0,5. Une fonction de ce type est appelée une fonction courbe de glace, c'est-à-dire elle a la forme de la fonction déjà citée lambda K alpha L bêta ou bien lambda K A L B. Bien, donc si on fixe la valeur K, on le note par exemple K0 ou bien on le réduit à une valeur chiffrée, on aura le court terme ou bien on passe du court terme, plutôt du long terme au court terme. C'est-à-dire, si on vous donne par exemple Q égale à 200 K à la puissance, donc 200 K à la puissance 1, L à la puissance 0,5, et on vous dit par exemple que K est égal à 10, donc on peut dégager Q égale à 200 multiplié par 10 fois L à la puissance 0,5. Donc ceci nous permet d'écrire que Q égale à 2000 fois L à la puissance 0,5. Cette formule constitue une fonction de production, donc ça c'est une fonction de production de long terme. Cette formule, qui est Q qui est égale à 200 L exposant 0,5, est une fonction de production du court terme, c'est-à-dire elle est simplement formulée en termes de travail. Donc une fonction de production de long terme dépend de deux variables, le capital et le travail qui sont tous les deux variables.
Par contre, une fonction de production de long terme, de court terme plutôt, dépend seulement du travail, le capital étant constant. Donc, graphiquement, nous allons admettre que la fonction de production Q qui est égale à Q fois L, c'est une fonction qui devient alors Q égale à F de L, est une fonction de ce type, avec la partie qui se trouve entre l'air entre cette zone-là, c'est-à-dire l'air qui est au-dessous de la courbe, représente l'ensemble des possibilités, l'ensemble des combinaisons techniques possibles, c'est-à-dire qui permettent de produire soit une quantité maximale ou bien une quantité qui est inférieure à la quantité maximale. Par exemple, si je prends ici L égale à 10, par exemple, je projette sur la courbe. Ce point-là me permet de déterminer, par exemple, Q égale à 1000, représente la quantité maximale que je peux produire en utilisant 10 ouvriers. Ceci dit, on peut trouver, par exemple, des quantités qui sont inférieures. Par exemple, là, je vais trouver Q égale à 500 en utilisant toujours 10 ouvriers parce que l'allocation des ressources n'a pas été faite d'une façon optimale. Donc, on peut, en quelque sorte, avec 10 ouvriers, on peut produire, au lieu de 500, on peut produire quasiment 1000. Donc, on peut augmenter ça. Donc, et des zones, par exemple, ou bien un point qui est ici est un point impossible parce qu'on ne peut pas produire au-delà des conditions techniquement possibles. Donc, on parle maintenant de la production totale. La production totale, c'est, on va la noter par PT, ou bien c'est en fait le niveau de production atteint d'un niveau donné d'utilisation de facteurs qui est égal à Y fois L. Donc, en fait, quelle est la différence entre Y et Q? Y, c'est le prix multiplié par la quantité. Donc, on va avoir à ce niveau-là une fonction de ce type. La fonction, on en parlera évidemment de cette forme de la fonction juste après ce slide. Simplement, nous allons admettre qu'elle a une fonction croissante. Elle fait un point d'inflexion au niveau d'un point donné, puis elle atteint un point maximum. Au niveau de ce point, ou bien à partir de ce niveau-là, elle tombe ou bien elle commence à devenir décroissante et donc du coup en fait que le capital est constant parce qu'on ne peut pas toujours augmenter la quantité produite tant que le capital ou bien les machines sont limitées. Donc, la productivité, donc on va parler, donc on a parlé déjà de la production. Nous allons parler maintenant de la productivité moyenne et de la productivité marginale. Donc, la productivité moyenne, en fait, d'un facteur donné, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais vous poser la question suivante. Supposons que on a une production qui est égale à 1000 ouvriers, qu'on a produit avec L qui est égal à 10 ouvriers. Donc, on a utilisé 10 ouvriers pour produire 1000 unités. Donc, en moyenne, chaque ouvrier a produit une quantité qui est égale à 1000 sur 10. Donc, ça fait 100. Donc, ce 100-là représente ce qu'on appelle la productivité moyenne du travail. Donc, la productivité moyenne du travail, c'est en fait c'est la quantité que, en moyenne produite par une unité de facteur travail. Donc, on note la productivité moyenne de travail par P grand M L. Il faut toujours la noter de cette façon. Il ne faut jamais noter la productivité moyenne par petit m. Elle est toujours notée par grand M. Elle est égale à Y sur L. C'est la fonction de production divisée par L. Donc, on prend un exemple. Supposons que j'ai la fonction de production, par exemple, 200 L carré, c'est la fonction de production, que je vais la diviser par L, je vais trouver donc 200 sur L carré divisé par L, ça me donne 200 fois L. Donc 200 fois L représente ce qu'on appelle la productivité moyenne du travail. On note aussi, ou bien on définit aussi la productivité marginale du travail, qui est l'accroissement de la production autorisée suite à l'augmentation de la production, l'augmentation plutôt de l'utilisation des facteurs de production d'une unité supplémentaire. Donc à ce moment-là, nous allons calculer la productivité moyenne de la façon, plutôt la productivité moyenne de la façon suivante. En fait, on la note à la différence de la productivité moyenne, on la note par petit m. Donc ici, faut distinguer, je distingue en fait grand M pour la productivité moyenne et petit m pour la productivité
marginale. Donc, par définition, la productivité marginale du travail, c'est la dérivée. Donc, si j'ai une fonction quelconque, par exemple ici 200 L carré, donc je vais calculer la productivité marginale, je vais faire la dérivée de 200 L carré par rapport à L. Je vais trouver qu'elle est égale à 2 fois 200 L, ça me donne 400 L. Donc, ces 400 L représentent ce qu'on appelle la productivité marginale du travail. Donc, chaque ouvrier produit en moyenne, chaque ouvrier additionnel va produire 400 unités de travail. Donc, on prend un exemple chiffré pour calculer la productivité moyenne et la productivité marginale. Donc, vous avez au niveau de la première colonne, vous avez le nombre d'ouvriers. Au niveau de la deuxième colonne, vous avez les quantités produites. Donc, si j'ai 0 ouvrier, je produis 0. Si j'ai un ouvrier, je vais produire 2, jusqu'à ce que j'atteins, par exemple, 8 ouvriers, j'ai une quantité produite qui est égale à 26. Donc, au niveau de la troisième colonne, nous allons calculer la productivité moyenne du travail. Donc, la productivité moyenne du travail, ce n'est autre que la production divisée par la quantité de travail. Donc, on va trouver, par exemple, au niveau de la première ligne 0 sur 0, c'est vrai que c'est une forme indéterminée, mais étant donné qu'il s'agit d'une situation économique, donc étant donné qu'on ne produit rien, donc nous allons dire qu'on a réellement une productivité marginale qui est égale à, productivité moyenne plutôt, qui est égale à 0. Donc, pour le deuxième niveau, c'est-à-dire pour un travail qui est égal à 2, j'ai 6 unités produites. Donc, je calcule, donc je divise plutôt 6 sur 2, je vais trouver une productivité moyenne qui est égale à 3. Donc, de même pour la troisième situation, j'ai une quantité produite qui est égale à 11, divisé par 3 ouvriers, ça me donne 3,66 jusqu'à ce que j'atteins la dernière valeur qui est égale, 26 sur 8, ça me donne 3,25. Donc, vous constatez ici que la productivité moyenne, elle croît jusqu'à la valeur de 5. Donc, tout ça, c'est une croissance. Et puis, à partir de la valeur de 5, elle diminue. Donc, c'est comme si, graphiquement, elle aura cette allure-là. Donc, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Elle arrive à situation 5, puis elle décroît. Donc, ça, c'est la productivité moyenne. Donc, maintenant, pour la productivité marginale, en fait, c'est la variation. Donc, on ne peut pas calculer pour la valeur initiale parce qu'on n'a pas une valeur qui est inférieure à 0. Donc, on ne peut pas faire la différence. Par contre, pour la deuxième valeur, donc, comment on a trouvé 2 ici? Donc, 2, en fait, c'est quoi? C'est la production du niveau 1, c'est-à-dire on va faire 2, donc ce 2-là, moins 0, la production, donc c'est delta Y, divisé par 1 moins 0. Donc ça me donne 2 sur 1, ça fait 2. De même pour la deuxième situation. Donc pour la deuxième situation, qu'est-ce qu'on a? Donc on a 6 moins 2 divisé par 2 moins 1. Donc 6 moins 2, ça me donne 4. Sur 1, ça fait 4. Troisième situation, on a 11 moins 6, ça fait 5. Sur 3 moins 2, ça fait 1, donc ça me donne 5. Donc jusqu'à j'arrive à la situation où j'ai moins 2. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que la productivité marginale, en fait, elle croît, elle atteint un maximum à ce niveau-là. Et puis, donc, ce maximum correspond en fait à un niveau de quantité de travail qui est égal à 4, alors que la productivité moyenne, elle atteint un maximum pour une quantité qui est égale à 5, et puis elle décroît. Donc tout ça, elle décroît, elle s'annule pour une quantité bien définie, et puis elle est égale à 0. Donc ceci, en quelque sorte, me permet de trouver la représentation graphique suivante. Donc on va essayer de la représenter ensemble pour qu'on ait plus de visibilité. Donc, graphiquement, on aura
la situation suivante. Donc là, vous avez le travail et là, vous avez Y. On a dit que la productivité moyenne au niveau du point ou bien en quantité 5, elle atteint un maximum. Voici le maximum de cette productivité moyenne. Donc, elle était de 0, elle commence de 0, elle atteint un maximum, puis elle décroît, sans qu'elle soit hétéronégative. La quantité plutôt, la productivité marginale, donc au niveau du point de travail qui est égal à 4, elle atteint un maximum. Donc, supposons que ça, c'est le maximum. Donc, elle va commencer dans ce sens. Elle passe par, on va démontrer ce point-là, ce passage-là, nous allons le démontrer. Elle passe par ce point-là, c'est-à-dire par le point où la productivité moyenne atteint un maximum, puis elle décroît, puis elle commence par des valeurs, ou bien elle atteint des valeurs qui sont inférieures à zéro. Donc, la première courbe, c'est la productivité moyenne du travail. La deuxième courbe, c'est la productivité marginale du travail. Donc, graphiquement, ceci va se traduire par la façon suivante. Donc, on aura en fait cette représentation graphique. Donc, ce qui est représenté en rouge représente la productivité marginale. Ce qui est représenté en bleu représente la productivité moyenne. Et la courbe juste en haut, c'est-à-dire cette courbe, représente ce qu'on appelle la production totale. Donc, on constate que la productivité marginale atteint un maximum pour le niveau de point d'inflexion. Donc, on va démontrer pourquoi. Parce qu'au niveau du point d'inflexion, si on va définir un point d'inflexion, c'est un point où j'ai la dérivée seconde de y par rapport à L qui est égale à 0 et que cette dérivée seconde par rapport à y est négatif plutôt. Donc, je vais avoir, elle était positive, elle devient négative, donc elle s'annule et change de signe. Donc, à ce niveau-là, donc, je vais trouver en fait la dérivée seconde à ce niveau-là, c'est la dérivée de la dérivée. Donc, c'est la dérivée de d de y par rapport à L égale à 0. Donc, la dérivée la dérivée de la dérivée, donc la dérivée de delta de d et de y par rapport à L. D de y par rapport à L n'est autre que la productivité marginale de travail. Donc, j'ai la dérivée de la productivité marginale de travail par rapport à L qui est égale à 0. Donc, ceci me permet de déduire qu'au point d'inflexion, donc c'est-à-dire au niveau de ce point-là, j'ai la productivité marginale du travail qui atteint un maximum. Donc, ce point correspond à la productivité marginale du travail qui atteint un maximum. Maintenant, pour la quantité, ou bien pour dire que pourquoi j'ai ici un point maximum pour la productivité moyenne et que ce point maximum correspond à l'intersection entre productivité marginale et productivité moyenne, c'est très simple. Donc, on a que pour la courbe qui est en bleu, la productivité moyenne atteint un maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée de la productivité moyenne du travail par rapport à elle est égale à 0. Or, la productivité moyenne du travail n'est autre que la production, donc la productivité n'est autre que Y divisé par L. Donc, la dérivée de Y par rapport à L est égale à 0. Donc, si je dérive cette fonction par rapport à L, je vais trouver la dérivée de Y par rapport à L fois la dérivée de L par rapport à L moins, en fait, la dérivée de moins la dérivée de L par rapport à L, donc le tout divisé par donc fois Y, le tout divisé par L. Donc le tout est égal à 0. Donc ceci suppose que cette relation, elle est égale à 0. À partir de cette relation, je peux dire que la dérivée de Y par rapport à L est égale à Y sur L. Donc la dérivée de Y par rapport à L n'est autre que la productivité marginale du travail qui est égale à la productivité moyenne du travail. Donc, à ce niveau-là, c'est-à-dire au point où j'ai la productivité moyenne est la plus élevée, j'ai la productivité marginale qui est égale à la productivité moyenne.
Donc, cette représentation graphique me permet en quelque sorte de déduire que la situation suivante, donc ce sont les démonstrations que j'ai effectuées là aussi. Donc là, en fait, cette représentation graphique me permet de partager le plan en trois périodes ou bien en trois phases. La première phase, elle est caractérisée, donc cette première phase, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par la productivité marginale du travail qui est supérieure à la productivité moyenne tout en restant les deux supérieurs à zéro. La deuxième phase, elle est caractérisée par la productivité, donc c'est la deuxième phase qui est là. Elle est caractérisée par une productivité moyenne qui est supérieure à la productivité marginale du travail qui est supérieure à zéro. La troisième phase, elle est caractérisée en fait par une productivité moyenne du travail qui est supérieure à zéro, alors que la productivité marginale du travail est inférieure à zéro. Donc, on va essayer de faire l'interprétation de ces différentes valeurs. Que signifie une productivité marginale supérieure à zéro et supérieure à la productivité moyenne? C'est-à-dire que la productivité marginale, en fait, du travail, c'est la dernière unité ou bien c'est l'apport du dernier ouvrier. Donc, on constate que, oui, Monsieur, في الفاز 2 مش لازم تكون supérieure ou égale à 0 خاطر ديجا هي تهبط معناها للموا. non, هي la phase 2, elle s'arrête قبل ما تكون égale à 0. Une fois ولات égale à 0, باش تدخلوا في الفاز 3. 3 اوكي ميرسي. دونك هذه نجم نحطوها même حتى هكا في السونس هذا inférieur ou égal à 0. OK? Mais la phase 12, la phase 2 s'arrête à ce niveau-là. Donc, هذه la phase 2. OK? اوكي ميرسي. Donc, بالنسبة la phase, donc la première phase, on a la productivité marginale du travail qui est supérieure à la productivité moyenne du travail qui est supérieure à 0. Donc, قلنا احنا la productivité marginale, c'est la production de la dernière unité d'ouvrier de travail. La productivité moyenne, c'est la moyenne des ouvriers. معناتها كأنه au niveau de la première phase, j'ai ce que va produire le dernier ouvrier. Ce que va produire le dernier ouvrier ou la productivité marginale de travail est supérieure à ce que va produire la moyenne des ouvriers qui travaillent. معناتها كأني إذا كان أنا je fais appel à trois ouvriers qui travaillent, ces trois ouvriers, par exemple, ils produisent 100 unités par ouvrier. Le quatrième ouvrier que je vais embaucher, par exemple, je vais embaucher un quatrième, ce quatrième ouvrier va produire 150 unités. Donc, à ce moment-là, l'entreprise sera engagée ou bien sera ramenée à faire appel à cet ouvrier-là. Donc, ils vont pour gagner plus de rentabilité. Pourquoi? Parce qu'il va apporter une production supérieure à la moyenne. Donc, et donc à ce niveau-là, l'entreprise sera en phase de croissance. C'est pour cette raison, on va appeler cette phase comme étant la phase d'initiation ou bien la phase de croissance ou bien d'expansion de l'entreprise. Au niveau de la deuxième phase, c'est-à-dire celle-ci, donc qui sera assurée en rouge, donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que la productivité moyenne supérieure à la productivité marginale, c'est-à-dire, نفس l'exemple هذايا عندنا donc trois ouvriers qui travaillent, en moyenne, ils produisent en moyenne 100 unités par ouvrier. Le quatrième, il produit 90 unités. Donc, la question qui se pose, est-ce que je vais l'embaucher ou non? La réponse, oui. علاش؟ خاطر le quatrième ouvrier, il permet d'augmenter la production totale. On produit seulement 3 fois 100 ouvriers. Nous allons produire 3 fois 100 plus 90. Donc, la production augmente. Donc, l'entreprise embauche encore au niveau de la phase 2. Par contre, au niveau de la phase, ça m'a la phase économique. La phase 2 est la phase économique. C'est la phase où l'entreprise sera en équilibre. La troisième phase, en fait, c'est la phase où je vais avoir la productivité marginale qui est inférieure à zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends le même exemple, un des trois ouvriers, il produit 100 unités par ouvrier. Le quatrième ouvrier que je vais embaucher, donc le quatrième, il va produire non pas 100,
mais il va produire, par exemple, moins 2 unités, ou moins 20 unités. Donc, donc c'est un ouvrier qui ne produit pas, mais plutôt il détruit la production. Donc, est-ce que l'entreprise l'embauche? La réponse est non. Donc, cette zone-là, c'est une zone dite non économique. Donc, zone Helikolha, c'est une zone non économique où l'entreprise ne doit pas se retrouver dans cette zone. Donc, la zone où l'entreprise peut exercer une activité est zone Heli, lorsque la productivité marginale est supérieure à zéro et que lorsque la productivité moyenne est supérieure à zéro et de préférence, la productivité marginale est supérieure à la productivité moyenne. Donc, هذوما les interprétations معناتها اللي عملتهم هوني نلقاوهم مكتوبين. Donc le producteur a intérêt هوني في الphase 2 d'intégrer, de faire appel à des ouvriers supplémentaires parce que la production totale augmente. بالنسبة la phase 2 قلنا c'est la phase de gaspillage ou la phase d'inefficacité. L'augmentation d'un facteur variable engendre une baisse de la production et donc l'entreprise va se retrouver dans une zone dite non économique ou bien carrément ne souhaitent même pas se retrouver dans cette zone. Donc, les implications, donc pour quelle zone économique l'entreprise souhaite se retrouver, évidemment, c'est la phase 2, c'est la phase de production adéquate pour une entreprise, c'est-à-dire de préférence entre une productivité moyenne légèrement supérieure à la productivité marginale. Donc, هذا بالنسبة les phases de production. On va essayer maintenant de parler des coûts de production à court terme. Donc, les coûts de production à court terme, il faut savoir que les coûts de production représentent l'ensemble des dépenses effectuées par une entreprise. À court terme, nous allons supposer que le capital est fixe et le travail est variable. Et donc, du coup, nous allons, il y a le capital, par exemple, le capital fixe ou le travail variable. Donc, pour le capital, le coût du capital, nous allons le noter par R, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Pour le travail, le coût du travail, nous allons le noter par W, qui est le salaire. Donc, le coût, fixe égal à une constante. Donc, par exemple, le coût, je vais trouver R fois K, ou je vais trouver W fois L. Donc, ça va être un coût fixe, ou ça va être un coût variable. Donc, il y a la différence entre les deux, le coût variable et le coût fixe. Le coût total n'est autre que la somme entre les deux, et le coût total. Donc, on peut le retrouver explicité. Donc, les coûts fixes sont notés par CF. Il intègre, quel que soit donc, le coût de production, ou bien plutôt le niveau de production, ils sont considérés comme étant fixes. Les coûts variables sont notés par CV. Donc le coût fixe, plutôt le coût variable, ou le coût total moins le coût fixe, ou le coût total, ou le coût total plus coût fixe plus coût variable. Donc graphiquement, nous allons admettre que le coût fixe est une droite qui est horizontale. Le coût variable, c'est une droite, ou bien c'est une courbe qui passe par l'origine. Pourquoi elle passe par l'origine? Parce que si on a zéro production, on a un coût qui est égal à zéro. Mais plus on augmente la production, plus le coût variable augmente. Le coût total est une courbe qui est parallèle au coût variable. Donc, allège parallèle parce que le coût total est égal coût variable plus coût fixe. Cette composante qui est fixe va être à chaque fois fixe, donc on aura une droite ou bien une courbe qui est parallèle à la courbe de coût variable. On parle maintenant du coût moyen. En fait, le coût moyen mesure le coût par unité produite pour une entreprise donnée. Le coût moyen, par définition, est égal au coût total divisé par Y. Le coût total est coût fixe plus coût variable. Et donc, du coup, qui sont divisés par Y, on va trouver le coût fixe moyen, qui est donc le coût fixe moyen, CF sur Y. Le coût variable moyen, CV sur Y. Donc, le coût fixe moyen est un coût qui est décroissant, ou le coût variable moyen, c'est un coût qui dépend de la valeur de CV sur Y. Donc, avec les calculs, on peut trouver, par exemple,
un coût total de Y qui est égal à 200, par exemple, Y carré plus 20Y, plus une constante, par exemple, 100. Le coût fixe, c'est 100. Donc, c'est le coût fixe. Le coût variable, c'est plutôt 200 Y carré plus 20Y. Donc, si je veux calculer le coût variable, donc si je vais calculer le coût variable, on aura donc la formule, donc CV sur la quantité produite, le coût fixe moyen, coût fixe divisé par unité produite. Donc, هذوما les formules qu'on peut noter. Donc, le coût marginal, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le coût que mesure l'accroissement du coût total ou bien dû à l'augmentation d'une unité supplémentaire. Donc, par définition, le coût total, plutôt le coût marginal, n'est autre que la dérivée de la fonction de coût total, c'est-à-dire, on va noter que le coût marginal de Y n'est autre que la dérivée du coût total de Y par rapport à Y. C'est-à-dire, si je prends une fonction, par exemple, le coût total qui est égal à 200Y carré plus 20Y plus 20, par exemple, le coût marginal de Y, ce n'est autre que la dérivée du coût total par rapport à Y. Ça va me donner 200 fois 2, ça fait 400Y plus 20. Donc ça, c'est le coût marginal. Donc on constate que le coût marginal est une fonction croissante en fonction de Y. Les fonctions de coût sont mesurées de la façon, plutôt sont représentées de la façon suivante. Donc, on va admettre toujours que le coût fixe moyen, on a dit que c'est une courbe droite décroissante, elle a cette forme. Le coût variable moyen et le coût fixe moyen, plutôt le coût variable moyen et le coût moyen ont une forme de U, alors que le coût marginal a la forme d'une droite qui décroît pour atteindre un minimum, puis elle croît en passant par le coût variable moyen, par le minimum du coût variable moyen et par le minimum du coût moyen. On définit deux seuils. Le premier seuil qui est le seuil de rentabilité. Donc le seuil de rentabilité, en fait, qu'est-ce que c'est? Il correspond, donc on va noter seuil de rentabilité, il correspond au minimum du coût moyen. Le seuil de fermeture, il correspond au minimum du coût variable moyen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire seuil de fermeture et qu'est-ce que ça veut dire seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité est un niveau de production qui est au-delà duquel l'entreprise génère du profit, c'est-à-dire si je définis Y comme étant le seuil de rentabilité, si l'entreprise produit Y supérieur à YR, elle va générer des profits qui sont supérieurs à 0. Par contre, si l'entreprise produit Y inférieur ou égal à YR, le profit de l'entreprise serait égal à 0. Maintenant, pour le seuil de fermeture, c'est un niveau de production YF que l'entreprise ferme ses portes, c'est-à-dire n'arrive même pas à couvrir les coûts fixes. Donc, si je définis par exemple un niveau de production Y supérieur à YF, à ce niveau-là, l'entreprise peut travailler parce qu'elle peut exister, mais avec des pertes. Donc, elle peut générer des pertes. Par contre, si le niveau de production est inférieur à YF, l'entreprise va fermer ses portes, donc elle ferme les portes et elle ne peut plus exister. Donc, ceci dit, comment on définit la fonction d'offre de l'entreprise? Donc, la fonction de l'offre de l'entreprise est une fonction YO qui définit tel que prix égale coût marginal de Y. Si le prix est supérieur ou égal au minimum du coût variable moyen, égal à 0. Sinon, pourquoi supérieur au minimum du coût variable moyen? Parce que le minimum du coût variable moyen qui est égal ici devrait être supérieur au seuil de fermeture. Donc, si le prix est supérieur au seuil de fermeture, l'entreprise va offrir cette partie-là. Donc, la courbe d'offre devient cette zone-là.
Par contre, si le prix est inférieur à la situation inférieure au coût variable moyen, à ce moment-là, l'entreprise ferme ses portes. Donc, on va se retrouver avec la fonction d'offre de cette entreprise. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à vous donner comme résumé par rapport à cette partie du cours. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté? Monsieur, تعاود لنا من à partir من سي Y supérieur à YR من غاديك ما فهمتش الحق. Donc, si Y, donc si Y est supérieur à YR, معناتها كان ناخذ YR هي هذه. Ok? كان ناخذ Y supérieur à YR, c'est-à-dire je la projette sur la fonction de l'offre. Donc, l'entreprise va générer des profits. معناتها البارتي هذه كلها l'entreprise génère des profits. Donc, elle peut exercer une activité avec un profit qui est supérieur à 0. Bien. Maintenant, si Y est inférieur à YR, tout en restant évidemment supérieur à YF. Donc, on est tout en restant supérieur à YF évidemment. Donc, on a la partie YF. Donc, on a la zone هذه. Dans la zone هذه, l'entreprise va avoir un profit qui est égal à 0, inférieur حتى même à 0. نجم يكون profit inférieur à 0. علاش inférieur à 0? Parce qu'au niveau de cette zone-là, l'entreprise n'arrive même pas à couvrir ses frais, la totalité de ses frais variables et fixes. Donc, du coup, elle va perdre. Ceci dit, elle peut continuer à travailler. علاش elle peut continuer à travailler? Parce qu'elle couvre les charges fixes. Donc, ما تخسر كان على les charges variables. Maintenant, pour l'autre partie, supposons que j'ai Y qui est là. Donc, Y qui est inférieur à YF, à ce moment-là, l'entreprise n'arrive même pas à couvrir ses frais fixes. C'est l'offre de l'entreprise. C'est la quantité multipliée par le prix. Donc, c'est la zone, c'est la recette totale. P fois Y, c'est la recette totale. Alors que si je multiplie Y fois le coût moyen, je vais le coût moyen fois la quantité produite, je vais la zone هذه كلها coût. Donc عندي هذه recette, هذا ربح, هذا باش نبيع وهذا باش نخسر. Donc عندي la zone هذه كلها comme étant perte. Et donc du coup, je ne peux pas, l'entreprise ne peut pas exister, donc elle doit céder, elle doit fermer ses portes. C'est pour cette raison, la fonction réellement, la fonction d'offre de l'entreprise, c'est une fonction est définie telle que G, Y, O et tel que P égale coût marginal de Y si le prix est supérieur ou égal au seuil de fermeture égal à 0 sinon. Donc, هذا بالنسبة لvotre question, mademoiselle. Vous avez d'autres questions? Merci. Les autres, est-ce que vous avez d'autres demandes d'explication? Non, je vous remercie, monsieur, c'était bien clair. Bien. Donc, si c'est le cas, je reste à votre disposition. Si vous n'avez pas de questions, je m'arrête à ce niveau-là. Monsieur, monsieur ما نجموش نعملوا un exemple هكا نتاع exercice باش نفهموا بيه أكثر. Vous avez tous les exemples au niveau de la plateforme. Ok, monsieur. Merci. Merci, monsieur.